Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bienvenue à cette conférence sur les concours Access et Sésame. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, du coup, on prépare à ces concours-là, les concours Access Sésame. Et j'ai aussi été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'université Paris-Dauphine pour des étudiants en troisième année. Donc aujourd'hui, on va parler des concours Access et Sésame, mais je vais essayer aussi de vous les replacer parmi toutes les formations de gestion que vous pouvez faire quand vous avez votre bac. Et on rentrera ensuite dans le détail des concours, des écoles et des épreuves, bien évidemment. Donc la conférence est enregistrée, je vous enverrai le replay de la conférence demain. Et avec le replay de la conférence, je vous enverrai aussi le PowerPoint, enfin, les slides, la présentation. Ce qui fait que si ce qui est écrit sur les slides, ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de prendre des photos des slides. Je vous enverrai tout ça demain avec le replay. La conférence, elle va durer 1 heure environ. Je vais parler pendant une bonne trentaine de minutes et ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à les poser directement dans le chat et ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions dans l'ordre. On va démarrer du coup tout de suite. Donc, ça, c'est le petit sommaire hein, de la préparation. On a déjà parlé de l'organisation de la conférence, hein. Donc, on va démarrer. Je pense que la première chose à voir, c'est, en gros, quand on veut faire une école de commerce, donc j'imagine que si vous êtes inscrit à cette conférence, c'est que ça vous intéresse, c'est que vous ou vos enfants souhaitent faire des études de management. Et quand vous voulez faire des études de management, vous avez plusieurs options. Donc, la première option, c'est de faire une école de commerce. Pour faire une école de commerce, vous avez deux possibilités. Soit vous faites une école de commerce post-bac, soit vous faites 2 ans de classe préparatoire ou 3 ans si vous redoublez, et ensuite vous rentrez en école de commerce pour terminer, enfin, pour continuer votre cursus. Du coup, les écoles post-bac aussi bien que les écoles de commerce post-prépa, attendez, excusez-moi, je vais me mettre en silencieux. Alors, oui, ce que je vous disais, excusez-moi, c'est que les écoles de commerce post-bac ainsi que les écoles de commerce post-prépa. C'était le même type d'école avec toujours une grande partie d'international. Vous allez forcément faire au moins un semestre à l'étranger, si ce n'est plus. Donc, et vous pouvez faire un an et demi à l'étranger même, enfin, même encore plus, hein, même quasiment toute votre scolarité parfois. Et vous allez avoir toujours la possibilité de faire quand même un certain nombre de stages. Et donc, la formation, elle va être très pratique. Ça ne va pas être que théorique. Vous aurez forcément des périodes de stage pendant votre formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voulez faire une école de commerce post-bac, vous avez le choix entre trois types de programmes. Les premiers programmes, c'est les programmes en 3 ans, c'est les programmes bachelor. Euh, les programmes bachelor en 3 ans, ça donne un grade de licence. OK? Donc, c'est l'équivalent à 3 années à l'université, ou d'ailleurs à un BUT, c'est un grade de licence. Et quand vous avez votre licence, donc votre bachelor, ensuite, vous pouvez poursuivre vos études si vous le souhaitez. Je vous recommande pas trop de faire une école de commerce en 3 ans parce qu'en fait, on n'a pas vraiment en France de programme en 3 ans qui soit vraiment à un très bon niveau, qui soit généraliste. En gros, le meilleur bachelor en 3 ans que vous pouvez faire, c'est le bachelor de l'ESCP. C'est un bachelor qui est très international, qui est très sexy, mais qui, au final, du retour que j'ai de mes anciens élèves qui sont passés par ce bachelor-là, ça vend pas mal de rêves pour, au final, des cours qui sont pas d'une très grande qualité. Et, euh, et surtout, en fait, il y a un peu une absence de spécialisation. Au final, on ne sait pas trop quoi faire après le bachelor de l'ESCP. On n'a pas l'impression d'avoir appris tant de choses que ça. Et juste pour vous dire, hein, l'ESCP, c'est une grande école de commerce. Ok. Le programme Grande École de l'ESCP, c'est un programme qui est excellentissime. Moi, je vous parle du bachelor en post-bac. Parce que le programme Grande École que vous pouvez faire à l'ESCP, c'est après une classe préparatoire. Donc, on reviendra dessus un peu après, mais il faut bien faire la différence entre les programmes. Quand vous regardez le nom d'une école, il faut aussi regarder le programme qui va avec. Dans certains cas, euh, le BBA, par exemple, d'une école va être excellent, aussi bien que le programme grande école. Dans d'autres cas, il va y avoir un écart. Donc, typiquement, pour le bachelor de l'ESCP, ce n'est pas incroyable non plus. Si vous souhaitez faire un programme en 4 ans,
Donc, le deuxième type de programme après les bachelors, c'est les programmes en 4 ans, c'est les BBA. Les BBA, c'est calqué sur ce qui se fait dans le système anglo-saxon, américain. Vous avez une formation en 4 ans. OK? En France, une formation en 4 ans, on n'a pas un diplôme de la quatrième année. On a juste une licence plus une année. OK? Et quand on étudie en France, moi je pense que c'est toujours bien d'aller jusqu'au grade de master. Donc si vous faites un BBA, il faut bien penser à rajouter une cinquième année après vos 4 ans pour avoir ce grade de master. Donc vous inquiétez pas, vous avez les crédits de l'équivalent d'un master 1, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez une licence plus un an. OK? Donc vous avez les crédits ECTS pour un master 1. Et donc pour avoir votre master 2, il faut juste faire une année supplémentaire. Vous pouvez la faire soit en faisant un master spécialisé au sein d'une grande école de commerce, à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, où vous voulez. Ou alors en faisant par exemple un Master 2 à la fac, et on peut avoir accès à des très très bons Master 2 après un bon BBA. Le meilleur BBA de France, c'est sans aucun doute le BBA de l'ESSEC, qui est accessible via le concours Sésame. Le BBA de l'ESSEC, c'est un BBA qui est excellent. Et si vous faites le BBA de l'ESSEC, typiquement, vous aurez accès à des excellents masters derrière ou à des excellents programmes, mais je pense qu'il faut toujours compléter avec une cinquième année, à part si vous êtes sûr de faire toute votre carrière à l'étranger. Mais en réalité, je trouve que c'est un risque qu'il ne faut pas spécialement prendre. Euh, du coup, on a des très bons BBA en France. Tous les meilleurs BBA, ils sont dans le concours Sésame, sauf un seul qui est très intéressant et qui est hors concours. En fait, la seule école post-bac, à mon avis, hors concours qui est vraiment très intéressante, c'est l'EDEC avec son BBA, le BBA de l'EDEC. Vous postulez, c'est un dossier, un entretien, c'est hors concours, c'est ni Access ni Sésame. C'est un très très bon BBA. OK? Donc, pour résumer, vous avez des très bons BBA en France. Ils sont tous dans le concours Sésame, sauf celui de l'EDEC, qui est hors concours, auquel vous pouvez postuler en parallèle des concours Sésame et Access. Et ensuite, du coup, vous avez des programmes en 5 ans. Souvent, on les appelle les programmes grande école pour les écoles post-bac. Les programmes en 5 ans, ça donne donc bien un grade de master. Le meilleur programme en 5 ans en France en post-bac, c'est l'IESEG. Et derrière, vous avez d'autres très bons programmes en 5 ans, comme, enfin, programmes du moins vraiment intéressants, comme l'ESCA ou l'EM Normandie. Donc, l'ESCA, c'est dans le concours Access, l'EM Normandie, c'est dans le concours Sésame. Euh, donc, au concours Access, vous avez 3 écoles, on reviendra après dessus. C'est que des programmes grande école. Au concours Sésame, vous avez des programmes en 5 ans, des programmes en 4 ans. OK? Si on doit comparer les écoles post-bac aux écoles post-prépa, euh, en gros, quand vous faites une prépa, une classe préparatoire, vous pouvez intégrer toutes les écoles de commerce, quasiment toutes les écoles de commerce en programme grande école, enfin toutes les écoles en programme grande école. Donc la meilleure école que vous pouvez intégrer, c'est HEC en programme grande école, que vous ne pouvez pas intégrer en post-bac. Vous pouvez aussi intégrer l'ESSEC et le SCP en programme grande école. Je répète, l'ESSEC, vous pouvez l'intégrer en BBA seulement, le SCP juste en bachelor quand vous êtes en post-bac. Vous ne pouvez pas l'intégrer en programme grande école. Et c'est ces programmes-là qui sont les plus excellents. Et ensuite, il y a l'EDEC, l'EM Lyon. Et derrière, on a des écoles comme Audencia, par exemple. Pour vous, à titre de comparaison, l'IESEG, qui est la meilleure école que vous pouvez avoir en post-bac, c'est équivalent à peu près à Audencia, en termes de niveau, en termes de réputation. Donc, si vous faites une prépa, il faut que ça soit pour intégrer une classe top 5. Enfin, si vous avez le choix avec l'IESEG. Parce que si vous avez moins que top 5, c'est-à-dire moins que l'EDEC ou le Lyon, ça veut dire que ça ne sera pas mieux que l'IESEG. OK? Donc, si vous aspirez à faire partie à avoir une école du top 5, vous êtes obligé de passer par la classe prépa. Et donc, du coup, quand vous postulez en prépa, regardez bien comment dire, les statistiques des prépas où vous serez pris. Et vous verrez, si vous avez fait par exemple le concours Access en parallèle, vous verrez si dans la meilleure prépa où vous êtes pris, il n'y a que par exemple 30% des étudiants qui rentrent dans le top 5 après 2 ou 3 ans de prépa, ça veut dire, et que vous avez l'IESEG, ça veut dire que c'est peut-être plus sérieux et peut-être beaucoup moins risqué, et peut-être plus intéressant de prendre directement l'IESEG. Parce que ça se trouve, vous allez faire 2 ou 3 ans de prépa et au final, vous serez pris dans quelque chose de moins bien que l'IESEG. À titre de comparaison, parce qu'il n'y a pas de classement un peu qui compare ça, le BBA de l'ESSEC, c'est au moins aussi bon selon moi que le programme grande école de l'IESEG. Ça veut dire que ça vaut juste après le top 5 en programme grande école. C'est ça le niveau du BBA de l'ESSEC. C'est concurrent directement, par exemple, avec aussi l'Université Paris-Dauphine. Donc, là, on passe directement dans la catégorie université. L'Université Paris-Dauphine, c'est l'université qui ressemble le plus à une école de commerce. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de cours en petit comité où vous êtes que 30 étudiants par cours, vous avez une vie associative qui est très développée, vous avez une formation qui est très internationale. Et en ça, ça ressemble beaucoup à une école de commerce. Et le niveau de Dauphine, ça va être un niveau entre l'EDEC et le SCP, je dirais.
à peu près. Mais il y a plein d'étudiants qui préfèrent aller au Bibier de l'ESSEC qu'à Dauphine. Je veux dire, c'est pas, ça peut se défendre, ok? Mais voilà, ça sera à peu près pour vous situer Dauphine. Sinon, les autres universités en France, on en a des très bonnes. Quand vous allez à l'université, le parcours complet il dure 5 ans, que ce soit Dauphine ou une autre d'ailleurs. Euh, Quand vous êtes à l'université, vous allez d'abord faire 3 ans pour avoir une licence. Et ensuite, vous allez devoir postuler en master. Et c'est comme un mini concours pour entrer dans les masters que vous voulez. OK? Les étudiants qui ont fait un BBA ils vont être en concurrence avec vous ici. Euh, le point fort de l'université, c'est que c'est gratuit. Les écoles de commerce, quelles qu'elles soient, c'est payant. Quand vous faites une école de commerce post-bac, ça vous coûte entre 10 et 15 000 euros. OK? Et même pour des écoles moyennes, parce que toutes les écoles ne se valent pas du tout, même des écoles moyennes, ça coûte quand même 10 000 euros ou 12 000 euros. OK? Donc, quand vous faites une école de commerce post-bac ou après une classe préparatoire, sachez que ça va vous coûter très cher. La formation, elle va vous coûter aller entre 40 et 60 000 euros à peu près. Donc, il faut se dire que bah, autant payer ce montant pour une école qui est vraiment intéressante. Parce qu'il y en a qui le sont moins que d'autres, clairement. Euh, pour financer vos études, d'ailleurs, en école de commerce, vous pouvez avoir recours aux prêts étudiants qui vont être à des taux très intéressants, que vous commencez à rembourser du coup après votre scolarité. Et sinon, vous pouvez faire une alternance dans quasiment toutes les écoles. Vous pouvez faire de l'alternance et l'alternance, c'est pendant 2 ans. Souvent, c'est vos 2 dernières années. Et quand vous êtes en alternance, vous êtes une partie du temps en entreprise, une partie du temps en cours. Du coup, vous allez payer quand vous êtes en entreprise et en cours. Et on vous paye vos frais de scolarité pendant les 2 dernières années de votre préparation. Je vais vous donner un exemple. Donc moi-même, mon parcours académique, je suis passé, j'ai fait Dauphine, après j'avais fait des admissions parallèles pour entrer en programme grande école à l'ESSEC. Donc j'ai fait 5 ans à Dauphine, 3 ans à l'ESSEC. Quand j'étais à l'ESSEC, c'était 15 000 euros l'année. Et donc, j'ai choisi de faire une alternance dans une entreprise chez Hewlett-Packard. À l'époque, dans l'équipe où j'étais, il y avait 3 autres alternants. Ils étaient tous du BPA de l'ESSEC. Donc, moi, j'étais le seul qui venait du programme grande école. On avait le même poste, hein. On était payé aussi la même chose. On était payé pendant 2 ans, 1 600 euros par mois. Donc, ça fait un vrai salaire. Sachant qu'on passait la moitié de notre temps en entreprise, l'autre moitié de notre temps à l'école. Donc, quand on était en école, on était quand même payé 1 600 euros. OK? Et ils avaient payé nos frais de scolarité, c'est-à-dire 15 000 euros par an, que ce soit pour les étudiants bibier ou pour moi. Et donc, du coup, ça nous a fait 30 000 euros de frais de scolarité qui ont été payés, plus 1 600 euros de salaire sur 2 ans, alors qu'on travaillait que la moitié du temps. Super intéressant d'un point de vue financier. Et donc, du coup, c'est un bon moyen aussi de financer vos études. Quand vous êtes à l'université, vous pouvez aussi faire de l'alternance, mais juste que vos frais de scolarité sont faibles, donc il y a pas de problème. Les universités sont beaucoup moins internationales que les écoles de commerce et elles sont moins professionnalisantes, il y a beaucoup moins de périodes de stage. Ok. Si vous voulez faire des études plus courtes, vous avez les BUT qui sont intéressants. Donc un BUT, ça se fait dans un IUT. C'est des programmes en 3 ans. Il y a des très bons BUT. Et quand vous faites un très bon BUT, bah, vous pouvez par la suite continuer en école de commerce. Vous n'aurez pas accès aux meilleures écoles de commerce, mais vous pouvez continuer en école de commerce ou à la fac. Et sinon, vous pouvez faire un BTS en 2 ans. Un BTS en 2 ans, bah, les BTS ou les BUT, c'est pas du tout international, hein. C'est pas le but. Le but, c'est de faire des études courtes. C'est possible de continuer après un BTS et de bien rebondir. C'est juste que c'est plus difficile. Donc, si vous pensez vouloir faire des études longues, ne vous lancez pas dans un BTS. C'est pas la meilleure solution, franchement. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, hein, j'y répondrai après. Du coup, quand on veut faire une école de commerce post-bac, vous dites, OK, je suis intéressé par les écoles de commerce post-bac. Vous n'avez pas trop le choix, en fait, si vous voulez vraiment faire une bonne école, il faut passer par Access ou César. Et du coup, la question que vous pouvez vous poser, c'est ce qu'il faut choisir entre les deux écoles, entre les deux concours, pardon, Access Sésame. Première réponse un peu rapide, 70% des étudiants passent les deux concours. OK? Vous avez le temps de préparer les deux concours. C'est pas exactement les mêmes épreuves, mais ça se fait complètement, il y a aucun souci. Il y a quand même quelques petits points à prendre en compte, et donc on va les prendre tout de suite en compte. Au concours Access, vous avez que 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. En fait, ce qui est super intéressant avec ce concours-là, c'est qu'il y a l'IESEG et l'ESCA, et l'IESEG en particulier, c'est la meilleure école post-bac en 5 ans. Mais l'IESEG et l'ESCA, enfin, les deux écoles ont une qualité quand même, c'est qu'elles prennent beaucoup, beaucoup d'étudiants. Il y a à peu près 1 100 étudiants pour l'IESEG et après pareil pour l'ESCA. Ok, c'est 1 100, 1 200 pour l'IESEG et entre 1 000 et 1 100 pour l'ESCA. Ouais. Ce qui fait que c'est beaucoup de place en fait. Pour vous donner à titre de comparaison, vous voyez, au concours Sésame, il y a 16 écoles, mais il y a en moyenne à peu près 350 places par école. Donc,
l'IESEG et l'ESCA, il y a 3 fois plus de places que dans n'importe quelle école enfin, que dans l'école moyenne, disons, de Sésame. OK? Donc, à l'ESDES, par contre, il n'y a pas beaucoup de places, il y a 250-300 places. Donc, en fait, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, à eux trois, ça représente l'équivalent de 7 écoles au concours Sésame. Avec l'IESEG qui est très très bonne et qui vaut 3 écoles, et l'ESCA qui est bonne et qui vaut 3 écoles. OK? Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte et qui rend le concours Access très intéressant. Il y a 3 épreuves écrites au concours Access, l'anglais, la synthèse de documents et la partie raisonnement logique et mathématique. Pareil, ce qui est intéressant avec ces épreuves-là, c'est qu'il y a certaines choses que vous pourrez réutiliser, que vous allez apprendre en préparant le concours Access qui vont vous être utiles pour la terminale, et d'autres qui vous seront utiles si jamais vous décidez soit d'aller en prépa, soit de toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous rentrerez en école de commerce, ça va vous mettre à niveau sur pas mal de choses. OK? Donc tous les programmes du concours Access, donc de l'IESEG, l'ESCA et les S, c'est des programmes grande école en 5 ans. Et donc du coup, en fait, un programme grande école, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un étudiant qui fait une prépa et qui rentre ensuite à l'IESEG, il va rentrer en troisième année d'école et il sera exactement dans le même parcours que vous. OK? Le concours Sésame, il ouvre à 16 écoles et à 19 programmes en tout, parce que certaines écoles ont 2 programmes, hein. Par exemple, Neoma, ils ont 2 programmes, un programme en 4 ans, un programme en 5 ans. OK? Euh, donc, du coup, vous avez 16 écoles et 19 programmes. Le meilleur programme, hein, que vous pouvez faire par Sésame, c'est le Bibier de l'ESSEC. Et vous en avez d'autres très intéressants, comme le Bibier de l'EM Lyon, qui est super intéressant. Vous avez les programmes de Néoma qui sont intéressants aussi. Vous avez le programme Grande École de l'EM Normandie, donc en 5 ans, qui est très intéressant aussi. Vous avez 6 épreuves écrites, langue, analyse documentaire, enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. On reviendra sur les épreuves après, plus en détail. Et vous avez des programmes BBA en 4 ans et des programmes en 5 ans qui donnent un grade de master, comme je vous l'ai dit. Le concours Sésame, la date des écrits, c'est le 15 avril. Donc on l'a eu, c'est comme l'année dernière. Le concours Access, ça va être mi-avril aussi. Souvent, c'est un tout petit peu avant le concours Sésame. Donc l'année dernière, c'était 11 avril Access, 15 avril Sésame. Cette année, c'est 15 avril Sésame. On ne sait pas trop quand c'est Access encore. Enfin, je n'ai pas vérifié d'ailleurs ce matin, mais on ne savait pas ce qu'il y a très très peu de temps. La dernière fois que j'ai vérifié la semaine dernière, on ne savait pas encore. Et du coup, ça va être enfin, ça va être mi-avril, quoi. Ça va être entre le 8 et le 15 avril, et le 14 avril. Euh, et du coup, après ces périodes après ces épreuves écrites, vous aurez des épreuves orales. Sachez qu'au concours Sésame, vous avez la note de dossier qui va compter, Selon les écoles, elle va être plus ou moins importante. À l'ESSEC en particulier, elle est vraiment importante, la note de dossier. Donc, si vous avez moins de 13, enfin moins de 14 de moyenne, je dirais, rentrer au bibi de l'ESSEC, c'est très dur. Parce que, en gros, ceux qui vont rentrer à l'ESSEC, il faut qu'ils aient à la fois des bons bulletins et à la fois, il faut qu'ils soient très bons au concours. Donc, si vous êtes très bon au concours avec un bulletin moyen, ça risque de ne pas être suffisant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. OK? Donc voilà, pour l'ESSEC, avec 14 de moyenne, selon le lycée, ça peut être un peu différent, hein, mais voilà, grosso modo, avec 14 de moyenne, c'est déjà un petit peu juste. C'est rattrapable, mais c'est un peu juste. C'est bien d'avoir au moins 15 de moyenne pour rentrer au Bibi sec. C'est un peu l'idéal, même plus, c'est mieux encore. Mais si vous êtes à 15 de moyenne, votre note de dossier, elle sera assez bonne, mais peut-être pas suffisante, mais vous pourrez rattraper grâce aux épreuves écrites. C'est 30% de la note, c'est le dossier, hein, pour les secs, 70% les épreuves écrites. C'est pour ça, c'est un point assez important pour vous couler si jamais vous avez un mauvais dossier. Ça peut arriver, évidemment, tous les ans. On a quelques étudiants qui sont à 12-13 de moyenne qui arrivent à avoir les secs, mais c'est pas la norme. OK? Pour les autres écoles, on s'en sort toujours, quel que soit le dossier, quasiment, à part pour le M Lyon, où voilà, si vous êtes à 10 de moyenne, ça va être compliqué le M Lyon, mais sinon pour le reste, voilà, si vous êtes à 12-13, c'est jouable en étant bon au concours, de viser le bibier de l'EM Lyon. En étant vraiment bon au concours, on peut rattraper. OK? Pour les autres écoles, il y a certaines écoles qui sont très bonnes, hein, d'ailleurs, où la note de dossier, elle compte quasiment pour rien. Et donc, du coup, en fait, tout c'est sur les épreuves écrites. Donc, chaque école met son. Donc, les épreuves, elles sont communes, mais les coefficients des épreuves sont différents d'une école à l'autre. OK? Pour le concours Access, c'est votre performance au concours qui fera que vous êtes pris ou pas. À une petite exception près, c'est que les étudiants qui sont excellents dans les 17 de moyenne, ils ont une chance d'être grand admissible au concours. C'est-à-dire, vous apprendrez 2-3 jours avant le concours que vous avez pas, vous êtes exempté d'épreuves écrites et que vous êtes directement admissible aux oraux. Donc, si les épreuves, c'est, disons, enfin, l'année dernière, voilà, c'était le 11 avril, ceux qui ont su qu'ils étaient grand admissibles, c'était le 9 avril. Donc, ils ont quand même dû se préparer au concours, mais ils ont été directement à la phase orale et ils ont sauté les écrits. Pourquoi?
Vous savez aussi tard si vous êtes grand admissible ou pas, parce qu'en fait, ils regardent les bulletins sur Parcoursup et donc, la clôture de Parcoursup, c'est deuxième partie du mois de mars. Après, il faut le temps au concours Access pour évaluer les dossiers. Ça va prendre une dizaine de jours. Et donc, du coup, bah, entre le 25 mars, je ne sais plus c'était quoi la date exacte, et, bah, voilà, et le 10 avril, le 9 avril, ils ont eu 2 semaines pour évaluer les dossiers et décider qui choisissait en grand admissible. On a eu des injustices l'année dernière. J'ai eu deux étudiants, par exemple, dans la même école, un qui avait 16 de moyenne, l'autre qui avait 17 de moyenne, des notes à peu près similaires, des profils à peu près similaires. Un a été grand admissible, celui qui a eu 16, et celui qui a eu 17 ne l'a pas été. OK? Sinon, voilà, en général, l'année dernière, on a eu 5 grands admissibles sur 80 étudiants qui ont passé le concours Access, et ils étaient à 17 de moyenne en général, sauf un qui était à 16. Voilà, à peu près. Ça vous donne une idée de qui peut être grand admissible. Du coup, c'est intéressant quand même de faire un petit focus sur les écoles des concours Access et Sésame. J'ai déjà commencé à en parler. J'espère que je ne parle pas trop vite et que vous arrivez à suivre. Euh, du coup, euh, il y a deux classements, hein. D'un côté, on a le classement des programmes grande école, de l'autre côté, le classement des BBA. Le classement des programmes grande école, c'est le classement du Figaro de cette année. Ils ont mis en 1 l'IESEG, en 2 l'ESCAR, en 3 le M Normandie, en 4 le MLV. En réalité, le 1, c'est vraiment l'IESEG. Le M Normandie et l'ESCA, c'est à peu près du même niveau. Et le MLV, c'est derrière. OK? Ça vous donne un peu une idée. Euh, c'est pas les écoles des concours Accès Sésame, hein. C'est parmi toutes les écoles post-bac quelles sont les meilleures écoles. En fait, elles sont tous dans Accès et dans Sésame. OK? Quand on regarde le classement des BBA, c'est pareil. Ça prend les BBA, même les BBA hors concours. OK? En un, on a les SEC. En 2, ils ont mis les decks. En 3, schéma. En 4, le M Lyon. Alors, je vous mets quand même un peu en garde sur les classements. C'est un bon indicateur, les classements. Mais, par exemple, selon moi, Schema n'est pas du tout devant le M Lyon en BB. OK? D'ailleurs, l'année dernière, le BB de le M Lyon, je crois que c'était le numéro 2. Les decks, ils étaient 3 ou 4. Et il y a 2 ans, les decks, ils étaient 6 ou 7. Et c'était Neoma en 2. Dans les faits, les classements, ils peuvent varier. Donc, il faut faire attention. Mais le vrai niveau des programmes, il ne change pas tant que ça. En fait, les sexes a toujours été le numéro un et c'est le numéro un depuis très longtemps. Et il y a enfin, c'est vraiment un vrai numéro un. En 2, on a l'EDEC et le M Lyon qui sont à peu près du même niveau, pour moi, qui sont les vrais numéros 2, EDEC et M Lyon. En 3, enfin en 4 du coup, vu qu'on a EDEC et M Lyon en 2-3 ensemble. En 4-5, on a Schema et Neoma qui sont ensemble. Schema, c'est vrai que c'est monté dans les rankings, mais voilà, Neoma, c'est pas, je pense pas que ça soit moins bien que Schema en BBA. OK? Euh, au concours Sésame, vous avez 16 écoles, il faut faire attention, hein, c'est pas 16 bonnes écoles. Ok, il y a certaines écoles, vous les aurez très facilement, hein, même sans préparer le concours, vous les aurez parce qu'elles sont pas bonnes. Ok? Maintenant, les écoles vraiment intéressantes au concours Sésame, il y en a 5-6. Ok? Il y a des écoles ensuite qui sont correctes et le reste des écoles, c'est pas la peine. Enfin, je pense. Ok? Donc quand vous préparez vos concours, c'est pour avoir des bonnes écoles, hein, je vous l'ai dit. Ça coûte le même prix les différentes écoles. Mais par contre, comment dire, vous allez vraiment, euh, si vous voulez vraiment rentabiliser votre investissement, parce que c'est un investissement, hein, l'école de commerce, faut être dans une bonne école. OK? Parce que quand vous payez 60 000 euros d'études, c'est un investissement, clairement. Du coup, on va faire un petit focus sur les épreuves écrites des concours. On peut commencer par les langues. Au concours Access, vous avez l'anglais, ça dure 1 heure. Vous avez 50 questions pardon, avec 44 propositions en format vrai ou faux. Donc là, vous voyez, je vous ai mis un exemple avec ça, c'est une seule question avec 4 propositions. Il faut dire à chaque fois si c'est vrai ou faux. Et vous en avez 50 des comme ça. Ça veut dire qu'en fait, vous devez dire 200 fois si c'est vrai ou faux. Il y a 50 questions avec 4 propositions, 50 fois 4, il y a en réalité 200 questions. OK? Plus 25 questions au format QCM. Avec A, B, C, D, il faut dire quelle est la bonne réponse. Sur les 50 questions en format vrai-faux, il y en a 40, c'est des questions de grammaire, de les faux amis, la concordance des temps, euh, les mots de liaison. Ça va être des questions comme ça. Il y en a 10, ça sera de la compréhension de texte. OK? Donc, vous allez avoir des textes, 2 textes, et 5 questions par texte, avec 4 propositions pour les 5 questions. OK? Le texte, il fait environ une demi-page à peu près. Et pour les QCM, c'est de la grammaire aussi. Au concours Sésame, ça va être, vous allez avoir de l'anglais et de la LV2, ça dure 1 heure, vous avez 40 questions en anglais, 40 questions en LV2, vous avez le choix parmi une dizaine de langues, hein, pour votre LV2. Euh, pour l'anglais, c'est quasiment le même programme que pour Access.
La seule différence, c'est que le format est différent. Vous avez plus de temps en réalité pour Sésame, je trouve, que pour Access. C'est une vraie difficulté, ça, le fait d'avoir moins de temps au concours Access. Vous avez moins de compréhension de texte, vraiment moins de compréhension de texte. Et vous allez avoir quelques questions au concours Sésame de culture un peu anglo-saxonne que vous n'avez pas au concours Access. On peut vous demander, euh, on peut vous parler en fait d'un événement qui s'est passé dans un des pays du Commonwealth et quelque chose que vous êtes censé savoir, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ok? Euh, donc là, vous avez un exemple de question pour le concours Sésame. A, B, C, D, il faut dire la bonne réponse. Donc c'est une question à choix multiple. Petite indication importante pour l'anglais au concours Access, c'est pareil que pour le raisonnement logique et mathématique d'ailleurs, vous ne pouvez pas revenir en arrière sur une question. Donc il faut vraiment aller vite et vous ne pouvez pas mettre des questions de côté parce que vous ne pouvez pas revenir sur ces questions après. Voilà. Au concours Sésame, on peut. Donc ça, c'était pour les langues. Donc voilà, c'est à peu près similaire pour Access Sésame en réalité, c'est juste le format qui change beaucoup. Ensuite, vous avez les épreuves écrites. Alors j'ai mis synthèse en titre, mais en fait, c'est synthèse de documents et analyse documentaire. En gros, je les ai mis ensemble pour une seule et bonne raison, c'est que ça soit pour l'analyse documentaire de Sésame ou la synthèse de documents d'Access, vous allez dans les deux cas avoir encore plus de documents qui va ressembler aux documents que je vous ai montrés ici. OK? Donc, au concours Access, vous allez avoir une douzaine de documents, entre 10 et 15 documents, une douzaine de documents, qui sont un peu comme celui-là, hein, comme celui-là. Donc, ça va faire à peu près peut-être 20 pages. Ça fait à peu près 20 pages. Et vous allez avoir 3 heures pour rédiger une synthèse de 350 mots. 350 mots, ça correspond à une page manuscrite, c'est très très peu. OK? Et vous pouvez faire plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots. Donc, l'objectif de l'épreuve de synthèse de documents du concours Access, c'est de réussir à prendre des notes sur les documents, à comprendre c'est quoi le thème commun. Ça, c'est pas très compliqué. Comprendre c'est quoi le thème commun qui réunit ces documents. Et ce qui est plus dur, c'est chacun des documents, quel aspect de ce thème il traitera. OK? Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des documents déjà qui vont être plus importants que d'autres, et qu'il y a le document 1, 3, 7, 9, peut-être qu'ils vont parler à peu près de la même chose. Et vous pouvez regrouper ça dans une partie dans une grande partie. Peut-être les documents 2, 3, 9 et 12 vont parler d'autre chose, un autre aspect. Ça va être une autre partie. Donc, je ne sais pas, si vous avez un thème sur l'intelligence artificielle, peut-être que vous aurez des documents qui vont parler des opportunités liées à l'intelligence artificielle. Une deuxième partie, ça va peut-être être sur les dérives liées à l'intelligence artificielle. Une troisième partie, ça va peut-être être, je ne sais pas, on est actuellement à un tournant de l'intelligence artificielle et on a plusieurs évolutions possibles. Je vous donne un exemple, c'est un exemple complètement au hasard. Donc, du coup, c'est important de voir quel document correspond à quelle partie, et ensuite de faire votre plan et de rédiger votre synthèse. Quand vous rédigez votre synthèse, vous devez absolument mettre aucune connaissance personnelle, interdit de citer directement les textes, mais vous devez reprendre que des idées qui ont été développées dans les documents. OK? Et à chaque fois que vous donnez une idée, il faut bien donner un exemple pour illustrer votre idée. On est dans l'extrême efficacité. Il y a aucun mot qui doit être inutile, aucune phrase qui doit être inutile, du moins. OK? Euh, et donc, c'est vraiment une certaine méthodologie, mais c'est hyper intéressant d'un point de vue intellectuel d'être capable de faire cet exercice-là. Pour le concours Sésame, je trouve que c'est même un petit peu plus dur. L'épreuve d'analyse documentaire, vous avez que 2 heures et vous avez plutôt entre 15 et 25 documents, plutôt 20-25 documents. Donc vous allez avoir des textes comme au concours Access. Vous allez avoir un peu plus d'informations sur les textes. Là, vous voyez, au concours Access, vous avez juste document 7, document 8. Vous aurez peut-être là un titre en fait pour le document. Et en fait, les documents, ils ont déjà été un peu ordonnés partie par partie, ok? Contrairement au concours Access, où ils sont dans le désordre. Par contre, vous allez avoir beaucoup plus de documents, mais vous allez aussi avoir des images, des illustrations, des graphes, etc. Et vous allez avoir 3 types de questions. Des questions de repérage, c'est le plus facile et c'est ce qui vaut le moins de points. C'est on vous pose une question, vous devez y répondre directement. Exemple de question, je ne sais pas moi, combien de startups d'intelligence artificielle a racheté Apple en 2022? Et il y a un des documents qui va dire, en 2022, Apple a racheté 19 startups d'intelligence artificielle. Donc la bonne réponse, ça va être 19. Ok, c'est un format QCM hein, pour l'analyse documentaire. Donc ça, vous trouvez facilement l'information, mais ça vaut 0,25 points ou 0,5 points maximum. Ensuite, deuxième partie, beaucoup plus dure, les questions d'analyse. Et ça vaut beaucoup plus de points. En fait, on va vous mettre 4, 5, 6 propositions et il y en aura plusieurs de justes.
Si vous mettez toutes les bonnes réponses, vous avez tous les points. Si vous mettez deux bonnes réponses sur trois, vous avez deux tiers des points. Une bonne réponse sur trois, un tiers des points. Mais dès que vous avez une erreur dans vos réponses, vous avez 0 point. Et donc, vous pouvez perdre beaucoup de points parce que la question, elle va être sur 1,5 point ou 2 points. Il suffit que vous mettez quatre réponses sur les 6 proposées. Il y en avait 3 de justes, il y en a une qui est fausse, vous avez 0. OK? Donc, faut faire super attention. Et tout est dans la nuance et il faut vraiment faire attention aux mots qui sont utilisés dans les documents et qui sont utilisés dans la question et dans les propositions. Et enfin, la dernière partie, c'est les questions de synthèse. Ça vaut pas mal de points aussi. Et en fait, là, il y a une synthèse qui a déjà été rédigée pour vous. Il faut choisir le bon titre des parties, il faut bien remplir les trous, il faut choisir la bonne problématique. Pareil, tout est une question de nuance. Donc, en fait, il y a toutes les réponses qui ont l'air justes, ou en tout cas quasiment toutes les réponses. Mais sauf que quand on regarde la nuance, il y en a il y a par exemple une problématique qui va oublier une partie de ce qui a été traité dans les documents. Il y a une problématique qui va extrapoler, etc. Donc du coup, il faudra choisir celle qui est la plus précise et la plus juste. OK? Donc voilà le type de questions que vous avez. Et donc pour le concours Sésame et l'analyse documentaire, ce qui va être plus important, ça va être la lecture rapide, la recherche d'informations efficace, la compréhension de texte qui va enfin, être capable de comprendre, être capable d'aller rapidement des questions au texte sans se tromper. OK? Sachant que vous pouvez prendre des notes sur les documents, mais vous ne pouvez pas prendre des notes sur papier. Ensuite, vous avez l'épreuve de raisonnement logique et mathématique au concours Access. Donc, je suis désolé, je passe d'Access à Sésame, mais je vous fais vraiment un petit tour d'horizon de tout ce qui tombe. Donc, je vous ai dit, il y a des raisons parfois de passer Access ou que Sésame. Et j'ai dit que j'allais donner des détails et je ne l'ai pas fait. Bah, je vais le faire maintenant. En fait, quand vous voulez passer le concours Access, c'est un très gros avantage d'avoir fait au moins maths complémentaires en terminale. Donc, si vous êtes en STMG ou si vous avez arrêté les mathématiques, c'est possible de préparer le concours Access avec nous. D'ailleurs, c'est moi le prof de maths pour le concours Access et pour le concours Sésame d'ailleurs aussi. C'est possible de se préparer avec nous, mais c'est beaucoup plus de travail que pour les autres. Donc, si vous n'aimez pas trop les mathématiques et que vous avez arrêté, peut-être c'est pas une bonne idée de passer le concours Access parce que vous allez vous replonger dedans et ça va vous demander de l'engagement de pouvoir vraiment vous préparer parce que vous aurez des lacunes. OK? C'est faisable, mais en tout cas, moi, je sais que les étudiants que je prends qui ont arrêté les maths, il faut qu'ils soient vraiment motivés. Je discutais avec eux avant. Je leur préviens de la charge de travail que ça va être et que ça va être un peu plus élevé que pour les autres. Enfin, ça va être plus élevé que pour les autres d'ailleurs, pas un peu, mais c'est plus élevé que pour les autres. Et si eux, ils sont prêts à faire ce sacrifice-là, moi, je suis prêt à les accompagner, à travailler plus avec eux pour être sûr qu'ils soient prêts et même à les prendre en individuel en dehors des cours pour leur expliquer les notions qui sont un peu trop nouvelles pour eux ou qui sont pas encore claires. OK? Mais par contre, voilà, ça demande vraiment un travail supplémentaire. Donc, du coup, tous ceux qui ont arrêté les maths déjà, il y en a plein qui décident de ne pas faire le concours Access et c'est une bonne raison. Après, l'autre raison qui peut vous pousser à faire que Access ou que Sésame, c'est si par exemple vous voulez absolument faire un BBA, bah, faut faire que Sésame, parce qu'il n'y a pas de BBA au concours Access. Ou si vous voulez par exemple absolument aller à l'IESEG ou l'ESCA, dans ce cas-là, vous pouvez faire que le concours Access. Mais voilà. Mais sinon, en général, les étudiants font les deux. C'est un choix. Ça pose pas de problème de préparer les deux en même temps. Donc, du coup, au concours Access, l'épreuve la plus importante pour rentrer à l'IESEG ou à l'ESCA, c'est la partie raisonnement logique et mathématique. Ça dure 2 heures, il y a 3 parties, raisonnement logique, mathématiques, problème. C'est une épreuve qui est assez difficile, qui vaut 45% de la note totale. Donc la partie 1, là, le raisonnement logique, pour répondre aux 5 questions, donc là il y a un exemple de question de raisonnement logique d'ailleurs, vous allez être amené à utiliser des outils mathématiques de première ou de terminale régulièrement, mais parfois à utiliser aussi des techniques de logique qui ne sont pas trop au programme du lycée. Typiquement, la question que vous avez ici, bah, de toute façon, je vais vous envoyer les slides si vous voulez la regarder chez vous. Essayez de la faire. Pour la résoudre, il faut faire ce qu'on appelle un diagramme de veine. Un diagramme de veine, c'est pas au programme au lycée. OK? Et ça marche super bien avec un diagramme de veine. Sans faire un diagramme de veine, c'est possible, c'est juste, c'est 1000 fois plus dur. Et c'est très long. Vous avez que 8 minutes pour faire cette question. Avec un diagramme de veine, pas de problème. Sans diagramme de veine, bonne chance. OK? Mais c'est pas impossible. Mais c'est juste très très dur. Et donc, du coup, il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser pour répondre de manière plus efficace aux questions de raisonnement logique. Et donc, vous allez être souvent amené à faire des petits graphes, des petits tableaux, des petits arbres, euh, des logigrammes, etc. OK? Donc ça, c'est la partie raisonnement logique. Ensuite, vous avez la deuxième partie, la partie mathématique. C'est la partie souvent qui vous prendra le plus de temps en test. En réalité, normalement, vous avez 40 minutes pour le raisonnement logique, 40 minutes pour maths, 40 minutes pour problème. Dans les faits, c'est bien de faire 30-35 minutes pour raisonnement logique. Vous avez le droit d'utiliser les 50 minutes pour le problème, pour les maths, pardon, et
35 minutes, peut-être, ou 40 minutes pour le problème. OK, ça suffit. Pour les maths, ça va vraiment ressembler aux maths de terminale, maths complémentaires. La seule différence, c'est que c'est un vrai faux et donc du coup, ce qui compte, c'est uniquement le résultat. D'un point de vue calculatoire, ça va être plus dur qu'au lycée, OK? D'un point de vue, d'un point de vue rédaction, il y a pas de rédaction du tout. Donc en fait, toutes les astuces sont bonnes pour arriver directement au résultat et pour éliminer, une proposition pour savoir si elle est vraie ou fausse, OK? Mais donc du coup, c'est là où vraiment, faire des maths, c'est important. Et enfin, la partie problème, c'est une partie qui est super intéressante. En fait, vous allez avoir besoin d'outils mathématiques de terminale et de première aussi, mais en fait, souvent, on va vous enfin même toujours, on va vous introduire une nouvelle notion qui n'est pas au programme, une notion d'économie ou une notion de mathématiques et on va vous expliquer comment utiliser cette notion. Donc on peut vous introduire les matrices, on peut vous introduire ce que c'est l'élasticité prix, on peut vous introduire, n'importe quoi, OK? Et en gros, on peut vous parler de c'est quoi, on peut vous parler d'outils de finance, voilà. Vous expliquer quoi c'est quoi cet outil et comment on l'interprète et ensuite on va vous demander, bah, du coup, d'utiliser l'outil avec les données du problème et d'interpréter les résultats. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait jamais au lycée, mais qui est super intéressant parce que ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'on fait, en fait. Et si vous arrivez à comprendre ce que vous faites, et bah, vous pouvez avoir des très bonnes notes au problème. Donc c'est pas hyper dur, c'est juste, c'est tellement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez pas juste déballer quelque chose, il faut vraiment réfléchir et comprendre ce qu'on vous demande. Donc nous, typiquement, enfin, quand on donne des cours avec Prépa Campus et moi en particulier d'ailleurs, qui donne des cours de raisonnement logique et mathématique, quand je prépare des étudiants au problème, mon but, c'est pas d'essayer d'anticiper ce qui va tomber au concours. Mon but, c'est d'habituer les étudiants à avoir la démarche de résoudre un problème en direct en ayant l'explication, en ayant l'explication qui est faite, dans le problème. Et donc du coup, on vous prépare vraiment à avoir la bonne démarche intellectuelle pour résoudre le problème sur le moment. Et donc on vous donne des exercices qui sont types ce qui tombe et on travaille, évidemment sur cet aspect-là, qui est un aspect que vous creusez pas trop, au lycée, mais qui est vraiment intéressant. Donc ça, c'est pour la partie raisonnement logique et mathématique du concours Access. Alors, pour la partie, raisonnement de Sésame, avant, en fait, il y avait, maths, français et logique qui étaient ensemble. Maintenant, c'est maths, français, compétences digitales. Le programme de maths, il a assez évolué depuis 1 an et depuis cette année, OK? Il va être très, très différent de ce qui se fait au concours, Access. Au final, il y a assez peu de choses qui se recoupent, OK, entre les 2 et vous allez avoir 20 questions à faire en 40 minutes. Donc c'est 2 minutes par question. En fait, c'est hyper sympa à travailler les maths de Sésame parce que, bon, déjà, ça vous demande pas des notions qui vont plus loin que la seconde, pour moi, OK? Par contre, en fait, ça ressemble pas non plus à ce que vous faites au lycée, parce que ça va être des petits problèmes à résoudre et donc du coup, il faut vraiment, réfléchir et utiliser les outils mathématiques qu'on a jusqu'en seconde pour répondre à ça. Et pour ça, il y a plein de techniques que vous pouvez faire pour résoudre ces petits problèmes. Et c'est cool parce que même s'il y a des gens qui sont pas très, très bons en maths au lycée, qui sont très bons en mathématiques au concours, Sésame et vice versa, des gens qui sont bons en mathématiques au lycée, mais qui ont du mal avec les maths de Sésame. En réalité, il y a vraiment plein de techniques qu'on peut vous apprendre pour être vraiment efficace sur les questions et pouvoir les résoudre rapidement et donc c'est aussi moi qui le fais d'ailleurs et ça se travaille vraiment. Je vous donne un exemple de question. Par exemple, tout bête, Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Il manque le mot aller, mais c'est pas grave. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Bon, 80% des étudiants, ils vont dire elle va à 25 km/h à l'aller, 100 km/h au retour. On fait 25 plus 100, 125 divisé par 2. Ma vitesse moyenne, c'est 62,5 km/h. Réponse C. C'est la mauvaise réponse parce que, en fait, si vous roulez 1 heure à 25 km/h, vous ferez 25 kilomètres. Si vous voulez 1 heure à 100 km/h, vous ferez 100 kilomètres au retour. Et donc là, bah, vous ferez 125 kilomètres en 2 heures et donc vous ferez bien du 62,5 km/h. Sauf que comme c'est un trajet aller-retour, il faut bien faire la même distance à l'aller et au retour. Je vous donne un exemple. Si votre trajet il faisait 100 kilomètres, à l'aller, vous mettrez 4 heures parce que vous allez à 25 km/h. Au retour, vous mettrez 1 heure. Donc, vous aurez mis 5 heures à faire l'aller-retour. Le trajet en tout, il aurait fait 100 kilomètres à l'aller, 100 kilomètres au retour. Vous aurez fait 200 kilomètres en 5 heures, 200 divisé par 5. Votre vitesse moyenne, c'est 40 km/h, réponse A. Et ça, c'est pas compliqué en soi, mais il faut y penser. Voilà, il faut y penser. Et c'est le type de choses qu'on peut travailler lors de la préparation au concours Sésame. Et en fait, ouais, bon, bref, je suis rentré dans l'exercice directement. Mais en même temps, c'est l'exercice que je fais, hein.
Mais j'adore ça. Et c'est hyper jouissif, en fait, d'arriver à trouver les bonnes réponses. C'est comme quand on fait des mots croisés, qu'on trouve le bon mot. On est hyper satisfait de soi, de soi-même quand on arrive à le faire. Et donc, du coup, c'est assez agréable à faire quand on y arrive. Et en s'entraînant, on y arrive. Voilà. Ensuite, vous avez le français, 40 questions à faire en 30 minutes. Pour les questions de français, vous allez avoir de l'orthographe, de la grammaire, le pluriel des mots composés, le pluriel des couleurs, le pluriel des nombres. Vous allez avoir les accords du participe passé. Vous allez avoir aussi des questions de littérature. OK? Type ce que vous avez au bac français en réalité. Donc tout ça, évidemment, le travail. Et pour les compétences digitales, vous avez 20 questions à faire en 20 minutes. Il y a de la programmation, des questions de protection et sécurité, un peu sécurité, comment sécuriser les données, l'impact environnemental et écologique hein, de tout ce qui est numérique. Euh, on va parler aussi de comment protéger vos données, du cyberharcèlement, etc. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui est au programme de la certification PIX que vous faites en terminale. Mais voilà, ce que vous voyez au concours Sésame, en réalité, c'est assez différent du lycée en général. Et enfin, la dernière épreuve, c'est la culture générale. En fait, c'est plutôt les enjeux contemporains. Au concours Sésame, vous avez 30 minutes, 40 questions. C'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. OK? Donc ça, évidemment, enfin, c'est mis à jour tous les ans hein, et c'est vraiment sur les actus. Et nous, avec notre cours d'enjeux contemporains, on arrive souvent à couvrir entre 70 et 80% des questions qui tombent le jour J. Donc c'est impossible de vraiment couvrir 100% de, de ce qui tombe, hein, parce que c'est très large. Mais on arrive quand même, en couvrant tous les grands thèmes, on arrive à couvrir les trois quarts des questions en moyenne. Voilà. À l'ESCA, donc en concours Access, vous allez avoir une épreuve de culture générale. Et le fait de faire le module d'enjeux contemporains avec nous, ça vous aidera bien évidemment pour cette partie-là et pour cette épreuve écrite qui est au moment des oraux. OK? Donc là, la question, par exemple, c'est United Credit, c'était une licorne française, la 28e licorne française en 2022. Qu'est-ce qu'une licorne en économie? Et là, il fallait expliquer. OK? Par contre, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus lié à l'actualité, mais là, mais voilà, c'est typiquement le genre de question qui peut tomber. Du coup, voilà, on a fait le tour un peu de toutes les matières et la question que vous pouvez vous poser, c'est comment on peut se préparer seul au concours. OK? Pour se préparer seul au concours, il y a plusieurs choses plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Le premier, qui est très intéressant selon moi, c'est l'application Concours Sésame 2025. Elle est disponible. Vous allez sur le site du Concours Sésame, vous payez 100 euros, vous avez accès à l'application. Et, euh, et ensuite, quand vous vous inscrirez au concours Sésame, les 100 euros que vous avez déjà payés pour l'application seront déduits de ce que vous paierez ensuite. Donc c'est comme si l'application était gratuite, mais si vous vous inscrivez à l'application concours Sésame et que vous ne faites pas, vous vous inscrivez pas au concours Sésame finalement au moment de Parcoursup, bah, vous aurez quand même payé 100 euros. OK? Elle est bien l'application. Moi, je trouve que les explications sont intéressantes. Il y a un seul gros problème, c'est qu'il y a très peu de contenu. Ça veut dire que quand vous faites un test de maths, il y a 10 questions. Vous faites un deuxième test de maths juste derrière, vous allez retrouver au moins 3 questions qui étaient déjà dans le test précédent. Donc ça manque de contenu. Par contre, c'est pas mal pour s'entraîner dans son lit le soir avant de se coucher. OK? Le concours Access, ils ont essayé de faire une application, ils n'ont pas réussi, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis toutes leurs annales en ligne depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises, ou 2017-2016. Et donc, du coup, ça vous fait du contenu. Euh, Plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que pour utiliser les annales du concours Access, c'est bien d'être avancé dans sa préparation parce que sinon, vous n'allez juste pas réussir à faire les exercices et les corrections, elles ne sont pas détaillées, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez faux. Donc, ça ne va pas beaucoup vous aider. La deuxième chose, c'est que le programme a changé, notamment en mathématiques, en raisonnement logique et mathématiques. Le programme a changé en 2020 ou 2021. Donc, du coup, si vous faites les annales avant 2021, bah, il y a certains exercices qui sont juste plus au programme. Donc, il faut vraiment faire un tri dans les exercices et être capable de se dire ça, c'est au programme, ça, c'est pas au programme. OK? Le programme de mathématiques pour le concours Access, vous pouvez le retrouver en ligne et le télécharger. Et donc, du coup, vous pouvez faire cet exercice-là si vous le voulez. Mais voilà, en fin de préparation, c'est bien de travailler avec les annales du site Access. Sinon, il y a des livres aussi qui peuvent vous aider. Les livres les plus connus, c'est le Grand Manuel du concours Sésame ou Grand Manuel du concours Access. Sinon, la Bible du concours Sésame, la Bible du concours Access. Honnêtement, les parties courtes, elles sont intéressantes, notamment dans le Grand Manuel. Je préfère le Grand Manuel à la Bible. Par contre, les exercices, ils sont complètement datés. Et en fait, les concours ont beaucoup évolué, mais pas trop les exercices. Du coup, et parfois, les exercices qu'ils vous mettent, notamment pour Access, c'est juste les exercices des annales que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, euh,
pas méga intéressant, mais c'est une bonne béquille. Si vous ne faites pas de prépa, franchement, vous êtes obligé de passer par là. Le seul point qui est intéressant, c'est que vous aurez des corrigés détaillés. Le seul problème, c'est que voilà, il y aura deux annales de mathématiques, elles auront un corrigé détaillé, ce qui est bien, mais du coup, ça ne vous fera pas non plus des nouveaux exercices d'entraînement, notamment pour le concours Access. Et pour le concours Sésame, les exercices sont carrément pas à jour selon moi. Et donc, du coup, voilà, c'est pas fou. Ok, en anglais, c'est pas mal. Sinon, en enjeu contemporain, bah, ça change tous les ans. Donc, si vous achetez un livre ce qui sort en novembre, et bah, les actualités, il manque 90%. Et les mathématiques, c'est pas à jour. Sinon, il y a aussi des comptes Insta que vous pouvez suivre hein, pour vous entraîner. Pour l'anglais, BBC Learning English, c'est pas mal. Ça vous apprendra plein de petites techniques, pareil, à faire dans son lit tranquillement. Hugo Décrypte pour l'actualité, c'est parfait. Sur Prépa Campus, on ne fait plus l'actualité. J'aurais dû l'enlever de la slide. Mais Hugo Décrypte, c'est le top hein, pour l'actualité. Si vous suivez de manière quotidienne, ça peut vraiment vous aider pour les concours. Et pour la partie raisonnement mathématique, sur Prépa Campus, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire. C'est pas mis à jour depuis un moment, mais il y a quand même plein de techniques et plein d'exos que vous pouvez déjà faire. Et sinon, moi j'aime bien Aide Academy. C'est pas un compte Insta, mais c'est plutôt une chaîne YouTube que vous pouvez suivre. Et il y a des techniques qui vous apprennent en mathématiques qui peuvent vous être utiles pour les concours. Et donc voilà, c'est bien ce qu'ils font. Moi j'aime bien. Donc voilà, c'est deux profs de maths qui ont monté cette chaîne-là. Et moi je trouve qu'elle est très bien faite. Sinon, pour les étudiants de la prépa, bah, nous, on a une plateforme avec déjà pour chaque point de cours, bah, des vidéos de cours et sur chaque thème de cours, pour toutes les matières, hein, des exercices avec une correction en PDF et une correction en vidéo. Ok, comme ça, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. On a des fiches de révision pour la culture générale et les enjeux contemporains. Évidemment, des slides de cours aussi pour le français, les compétences digitales. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour vous préparer. Et on a des sujets complets d'entraînement avec des corrections détaillées en vidéo. Et on a aussi plein de cours qui sont enregistrés, qu'on enregistre. Donc en fait, les cours qu'on fait en live, il y en a plein qu'on enregistre et qu'on met sur la plateforme. Et comme ça, vous pouvez voir les replays des cours. Voilà. Notamment pour tous les cours hebdomadaires, vous pouvez les voir en replay et vous pouvez vous entraîner comme ça. Du coup, ça, c'est réservé juste aux étudiants qui se font la prépa. Maintenant, faire une prépa pour les concours, c'est devenu quasiment obligatoire aujourd'hui. Quasiment tout le monde le fait. Mais par contre, bah, tout le monde n'a pas de budget pour faire une prépa. Pour les étudiants boursiers, ce que j'ai décidé de faire, c'est de donner accès en fait à la plateforme Access ou à la plateforme Sésame pour 300 euros si vous faites un concours, 400 euros pour les deux concours. C'est juste histoire de couvrir les coûts en fait qu'on a. Mais on fait pas trop enfin, on fait pas vraiment de bénéfices sur vous. C'est impossible de s'inscrire uniquement à la plateforme hein, quand on n'est pas boursier. La plateforme elle va forcément avec les cours. Par contre, bah, pour les boursiers, on ne peut pas faire un prix sur les cours parce qu'en fait, c'est de l'humain. Par contre, donner accès à la plateforme, répondre à toutes vos questions, corriger votre synthèse quand vous avez besoin, etc., on le fait. Et comme ça, vous avez quand même des très bonnes conditions pour vous préparer. Ok. Vous avez les replays des cours, vous avez plein de choses. Donc voilà, pour les étudiants boursiers, possibilité d'avoir accès à la plateforme à un prix qui est vraiment très réduit. Voilà. Et du coup, pour ceux qui souhaitent se préparer avec nous, bah, vous pouvez vous préparer soit au concours Sésame, soit au concours Access, soit aux deux avec nous. Euh, En gros, on a deux propositions, l'option A, l'option B. L'option A, avec les cours hebdomadaires, c'est ce qu'on appelle la formule régularité. Et l'option B, c'est la formule full stage. OK? Quoi qu'il arrive, quelle que soit la formule que vous faites, donc si vous faites Sésame et Access, typiquement, je vais vous mettre pour Sésame et Access, comme ça après vous pouvez lire si c'est juste pour Sésame ou juste pour Access. Quelle que soit la formule, vous avez un stage d'anglais où vous êtes que 3 parcours pendant les vacances scolaires, un stage d'analyse documentaire pendant les vacances scolaires où vous êtes 3 parcours, un stage de synthèse pendant les vacances scolaires où vous êtes 3 parcours. Et le module d'enjeu contemporain, on le fait entre janvier et mars, les dimanches soirs de 18h à 19h30. Et ça, c'est collectif, OK? Et les cours, on les enregistre, donc si vous ratez un cours, vous pouvez voir l'enregistrement sur la plateforme, bien évidemment. Et en fait, on ne peut pas le faire en stage intensif parce que déjà, ça ferait beaucoup d'informations en pas beaucoup de temps. Mais surtout, ces 8 séances qu'on fait, elles nous permettent de couvrir toutes les actualités jusqu'au concours. Donc, il faut qu'on s'arrête juste avant les concours. Donc, on s'arrête 10 jours avant le concours. OK? 2 semaines avant le concours. Fin mars, début avril, on s'arrête. OK? Ensuite, soit vous prenez l'option régularité et en plus de ces modules-là, vous ajoutez des cours hebdomadaires. Donc, si vous faites Access et Sésame, vous avez au moins 1 heure de cours Access à faire par semaine et au moins 1 heure de cours Sésame à faire par semaine. On a des cours tous les jours du lundi au vendredi. Souvent, c'est le soir, en gros, entre 18h et 20h. C'est des cours d'1 heure Access, 1 heure Sésame tous les soirs. Et vous avez accès à tous les cours. Donc, si vous voulez venir plusieurs fois dans la semaine pour vous entraîner, vous pouvez. On change tous les exercices entre le lundi, mercredi, vendredi.
Sachant que lundi et mardi, c'est le même cours et mercredi, jeudi, le même cours. Donc, ça sert à rien de venir lundi et mardi ou mercredi et jeudi. Mais si vous venez lundi, jeudi, vendredi, vous aurez 3 cours différents. Vous ferez 3 fois le programme, pas dans le même ordre, mais avec des exercices différents. Donc, pour Access, on fait en cours hebdo le raisonnement logique et mathématique. Pour César, on fait maths, français, compétences digitales. Ok, donc, ça complète votre préparation. Et donc, typiquement, si vous venez par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi, peut-être que pour Sésame, vous allez commencer par les maths le lundi, vous allez commencer par le français le mercredi, vous allez commencer par les compétences digitales le vendredi. Mais à la fin, le lundi, vous ferez les trois, le mercredi les trois, le vendredi les trois. Donc la partie cours, vous la faites 3 fois, mais avec des exercices différents. Mais ça vous fait des révisions, le fait de le faire plusieurs fois dans l'année, parce que vous ferez à des moments différents. C'est pareil pour la partie raisonnement logique et mathématique d'Access, quand vous le faites en cours hebdo. Donc, il faut venir au moins une fois dans la semaine pour faire pour faire tout le programme. Mais si vous voulez venir plus pour vous entraîner, vous êtes les bienvenus. Nous, on vous ouvre les portes. Et donc, pendant ces cours hebdo, c'est moi le prof de mathématiques pour Access et pour Sésame. Donc, si vous faites que Sésame, vous avez qu'1 heure de cours hebdo à faire par semaine. Si vous faites que Access, qu'1 heure de cours hebdo à faire par semaine. Et sinon, la deuxième option que vous pouvez faire, c'est l'option full stage. C'est que vous n'avez pas de cours hebdomadaire, mais à la place, vous avez des stages les stages, qu'on voit ici, hein, pour Access et Sésame. Donc vous avez un stage de mathématiques pour Sésame et un stage de français compétences digitales. Donc vous êtes 2 parcours en maths, 3 parcours en compétences digitales et pour Access, vous avez un stage de logique et problèmes, un stage de mathématiques et donc si vous faites full stage Access et Sésame, vous avez les 4 modules. Donc si vous faites full stage Access et Sésame, vous avez en stage intensif pendant les vacances scolaires, anglais, analyse documentaire, synthèse. Logique et problèmes, mathématiques du concours Access, maths du concours Sésame, français compétences digitales. Ça vous fait 7 modules et donc ça se met sur 2 semaines de cours. OK? Vous pouvez pas faire ça sur la même semaine. Les stages intensifs, vous pouvez les faire soit en présentiel au métro République à Paris, soit à distance. Les cours hebdomadaires, c'est que à distance, uniquement à distance. Sachez que si vous faites les stages à distance, vous ne serez pas mélangé avec des étudiants qui sont en présentiel et vice-versa. On sépare les groupes en présentiel et les groupes à distance et on est obligé de limiter le nombre de places dans la prépa parce qu'on ne veut pas que vous soyez trop nombreux dans les cours hebdo et pour les stages intensifs, on n'a pas 1000 profs, hein, on est à peu près une vingtaine de profs. Donc du coup, vous êtes que 3 parcours en stage, donc on ne peut pas prendre 1000 profs. Les dates des stages, c'est au mois de décembre, entre, le lundi 30 décembre et le samedi 4 janvier, sachant qu'il y a pas cours le 1er janvier, c'est pour ça qu'on fait du lundi au samedi, donc il y a pas cours le mercredi 1er janvier, donc c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. En février, quelle que soit votre zone, on propose toutes les semaines du lundi au vendredi. OK? Toutes ces formules-là sont admissibles ou remboursées. Ça veut dire que si vous postulez à au moins 5 écoles pour le concours Sésame et vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Donc toute votre préparation, 1 790 € si vous faites que Sésame ou 1 890 € en full stage. Pareil pour le concours Access, si vous mettez les 3 écoles admissibles nulle part, on vous rembourse tout. Alors c'est pas arrivé l'année dernière, c'est pas le but, hein. L'année dernière, tous ceux qui ont fait une de ces formules-là, oui, ils ont eu, top 2, enfin tous ceux qui ont fait, la formule avec les cours hebdo, donc régularité pour Access, ils ont eu soit l'ISEC, soit l'ESCA. Tous ceux qui ont fait full stage, sauf 2, ont eu soit l'IESEG, soit l'ESCA et sinon, il y en a 2 qui ont eu quand même, uniquement, pardon, hem, l'ESDES, OK? Là, il y en a un, pardon, qui a même pas eu l'ESDES. Heureusement, il faisait Sésame aussi et sur Sésame, il a eu son premier choix. Donc du coup, en fait, il a eu un accident. Il était pas mauvais, hein, il a eu un accident au concours Access, mais il a eu son premier choix pour Sésame et donc du coup, si vous faites Access Sésame, si vous mettez 5 écoles pour Sésame, 3 écoles pour Access, si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse les 2 690 €. On suit chaque étudiant, évidemment, de très près. Ça va être moi votre point de contact pour ce qui est des cours hebdo, notamment de mathématiques. Vous aurez sinon le numéro perso de tous vos profs que vous aurez en stage. Vous aurez aussi, le numéro, des autres profs, hein, que vous aurez en cours hebdomadaire. Quand vous avez des questions sur les concours, sur les écoles, vous avez besoin qu'on relise votre lettre de motivation pour Parcoursup et cetera. Ça va être moi votre contact direct. Après les stages intensifs, enfin pendant la préparation, si vous voulez savoir comment ça se passe la préparation, là je m'adresse aux parents, vous pouvez m'appeler. Moi, je prends les informations auprès des profs et je vous donne, un rendez-vous la semaine d'après, 10 jours après en général et je vous fais un débriefing complet de là où il en est, votre fils, des points forts, points faibles et cetera. Si un étudiant, il a des difficultés en mathématiques pendant les cours hebdo, je le prends en individuel gratuitement pour lui réexpliquer ce qu'il n'a pas compris. Donc ça fait partie du suivi, hein, évidemment. Et après les périodes de stage, vous prenez rendez-vous avec moi, étudiant par an, et je vous fais un débriefing de comment s'est passé le stage et ce que vous pouvez encore travailler sur la plateforme pour continuer de vous améliorer jusqu'au concours. En gros, à côté des cours
on fait tout l'accompagnement qui va avec. Si on remarque quelque chose de bizarre, quelque chose qui se passe pas très bien, on en parle avec l'étudiant ou avec les parents si c'est vraiment nécessaire. Pareil, on demande aux parents ou aux étudiants s'ils ont un problème de venir nous en parler. Comme ça, on peut prendre les meilleures dispositions et faire les meilleures adaptations possibles pour s'assurer que l'étudiant il soit prêt le jour J. Voilà, c'est, notre manière de travailler et je vous invite à juste taper Prépa Campus sur Google pour voir qui on est et comment on travaille. Ça, c'est juste les derniers avis. Alors, c'est peut-être pas tous les derniers avis, parce qu'il y a peut-être eu deux trois nouveaux avis, depuis. Mais en gros, si vous allez sur Prépa Campus et que vous défilez un peu dans les avis, je les ai pas triés, hein, c'est juste les derniers avis. Il y en a peut-être deux trois depuis, hein, que j'ai fait la slide, qui se sont rajoutés. Mais en réalité, c'est ça que pensent les gens de nous. J'en suis très fier et c'est pour ça que voilà, je suis ravi de vous afficher ces résultats-là. Du coup, je vais prendre le temps maintenant de répondre à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions, voilà, dans la discussion et je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, je vous laisse quelques secondes. J'en profite pour boire un petit verre d'eau. Alors, soyez pas timide, c'est jamais arrivé une conférence sans questions. Donc, je vous invite à vous lancer. Alors, Hélène demande: «Est-ce que les cours se passent en distanciel?» Alors, les cours hebdomadaires, c'est forcément en distanciel. Les stages intensifs, c'est soit en présentiel, donc en présentiel à Paris, soit en distanciel. C'est vous qui choisissez en fonction d'où vous habitez. Et on a environ 60 des étudiants qui habitent pas en région parisienne et qui font tout à distance. Tout est adapté et évidemment, on a des très bons résultats. Pour les épreuves écrites des concours, ah oui, les concours, j'ai vu les cours, excusez-moi. Pour les épreuves écrites des concours, les concours se passent aussi en distanciel. OK? C'est pas le même logiciel pour Access et pour Sésame. Sésame, j'ai eu le directeur de Sésame au téléphone, en fin d'année, au mois de mai-juin de l'année dernière. Il y avait eu pas mal de bugs, lors du passage du concours Sésame, notamment pour les étudiants qui n'avaient pas bien mis à jour leur appli, mais il y en a eu plein. En fait, franchement, le logiciel a pas mal buggé. J'en ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il réfléchissait à remettre le concours en présentiel. Ils l'ont pas fait. Par contre, ils vont peut-être changer de prestataire et donc c'était TestWe leur prestataire avant et ça sera peut-être pas TestWe l'année prochaine, enfin cette année, on ne sait pas encore. Voilà, j'espère que ce sera pas TestWe d'ailleurs, franchement, entre nous, parce qu'il y a des bugs avec TestWe. Si c'est TestWe, de toute façon, ce qu'il faut faire, voilà, je vous le dis, c'est mettre tout à jour la veille du concours, OK? Même s'ils vous le disent pas, même s'ils vous le demandent pas et utiliser un PC de préférence, par rapport à un Mac. Voilà, le conseil que je peux vous donner. Oui, Caroline, les concours en distanciel, vous les faites de chez vous. Exactement. Avec votre ordinateur, vous avez besoin d'avoir une caméra qui marche. Alors, vous avez parlé de l'université. Faut-il en choisir sur Parcoursup, par défaut, ou Sésame ou Access garantissent une affectation? Alors, pour répondre à Céline, Sésame, heu, oui, alors pour répondre à Céline, pardon, Sésame, c'est, et Access ne vous garantissent pas d'affectation. Maintenant, hem, maintenant pour le concours Sésame, si vous mettez toutes les écoles, franchement, il y en a qui sont pas du tout sélectives, vous aurez forcément une école, OK? Maintenant, payer 50 000 € pour une école qui est pas top, voire 60 000, ça fait quand même réfléchir. Parfois, c'est quand même mieux d'aller à l'université. Avec une préparation qui est adéquate, franchement, avec la préparation qu'on fait à nos étudiants, là, vous êtes dans les temps, hein. Nos cours, ils commencent le 4 novembre, les cours hebdo, OK? Donc vous êtes complètement dans les temps. Pour des étudiants qu'on prépare, avec la formule régularité, notamment avec les cours qui commencent le 4 novembre, tous nos étudiants l'année dernière ont eu un de leurs 3 premiers choix sur Sésame. Tous, OK? Et sur Access, tous ont eu un de leurs 2 premiers choix, c'est-à-dire soit l'IESEG, soit l'ESCA, soit les 2. 50 ont eu l'IESEG, OK? C'est énorme. Juste pour vous dire, c'est vraiment énorme. Heu et donc du coup, franchement, moi, je vous garantis qu'on aura une école, si votre enfant travaille de manière sérieuse avec nous, il aura même une bonne école. Donc il y a pas de souci, notamment pour le concours Sésame, c'est vraiment sûr. Maintenant, c'est bien de mettre des universités en plus, n'hésitez pas, même si vous êtes intéressé par des prépas, vous pouvez mettre des prépas et au moment, en fait, où vous avez vos résultats Parcoursup, vous choisissez ce qui vous intéresse le plus. OK? Donc le fait de mettre Sésame ou Accès, ça vous empêche pas de choisir d'autres choses à côté. OK? Et vous pouvez mettre des universités et les universités aujourd'hui ne sont plus obligées de vous prendre, hein, d'ailleurs. Vous pouvez postuler à l'université et ne pas être pris. Voilà. Du coup,
Pour répondre à la question suivante d'Hélène Thibault, vous voyez, je savais qu'il fallait être patient que les questions allaient arriver. Pour l'oral, est-ce que c'est partout en France? Donc nous, les préparations aux oraux qu'on fait, je vous en ai pas du tout parlé, on les commence, on fait les inscriptions pour les préparations aux oraux à partir de mi-octobre, fin octobre. En fait, les préparations aux oraux qu'on fait, c'est des cours individuels, à distance, et nos profs, ils ont tous été soit jury en école, soit jury en prépa. On a tous notre méthode, enfin, on a une méthodologie qui est commune, qui marche extrêmement bien. Et pour ceux qui font la préparation aux oraux avec nous, on a 100% de réussite depuis plusieurs années aux oraux. Donc en gros, imaginons que vous êtes admissible à l'oral d'access, de l'IESEC, pardon. L'oral, c'est un oral par école, hein. OK? C'est un oral par école. C'est pas comme les écrits, c'est pas commun aux écoles. Un oral par école. Vous devez vous déplacer d'ailleurs sur le campus de chacune des écoles pour faire les oraux. Il y a quelques exceptions, vous pouvez faire les oraux à distance, mais par contre, vous ne pouvez pas. Il faut vraiment y aller physiquement à l'école pour faire votre oral. OK? Sur l'un des campus de l'école, hein. S'ils ont des campus dans plusieurs endroits, c'est un seul oral pour l'école. OK? Et donc, du coup, ce que je voulais vous dire, pardon, c'est que par exemple, pour l'IESEC, ils prennent 50% des étudiants qui passent les oraux vont être finalement admis à la fin. Pour les étudiants qui ont fait la préparation aux oraux avec nous, en 3 à 5, c'est 3 séances ou 5 séances avec nous, la préparation aux oraux, selon si votre enfant est, si vous, ou même si vous êtes étudiant, selon si vous êtes à l'aise à l'oral. On a 100% de réussite, nous, aux étudiants pour les étudiants qui font cette préparation. Donc, c'est pas un souci, la préparation aux oraux. On la commence le lendemain des épreuves écrites et les étudiants, ils sont prêts pour le début des épreuves orales. Voilà, 3 à 5 séances. C'est des séances qui sont à 120 euros et c'est en supplément hein, de la préparation aux écrits dont je vous ai parlé. Ok. Ça me permet voilà, de vous remettre les formules. Les préparations aux oraux, c'est en plus. Si vous faites 3 séances, c'est 360 euros en plus, 120 euros par séance. Arnaud demande comment pouvons-nous avoir cette vidéo? Je vous l'envoie par mail en fait, j'ai vos mails, voilà. Et, je vous envoie par mail la vidéo avec les slides. Ok? Je vous envoie ça demain par contre, laissez-moi un peu le temps. Madame Rocagaro Sophie, donc Sophie demande comment intègre-t-on une prépa ECG? Bah, si vous voulez en fait postuler à des prépas ECG, vous postulez sur Parcoursup. Vous choisissez les prépas auxquels vous voulez postuler. Si vous voulez, vous pouvez en parallèle postuler au concours Access, au concours Sésame. Et fin mai, 30 mai, 1er juin, ça peut par là, on va vous dire, vous êtes admis à l'IESEG, vous êtes admis au BBA de l'EM Lyon, vous êtes admis donc, dans, je sais pas, toutes les écoles auxquelles vous avez postulé, c'est super. Et vous êtes admis dans telle prépa. Qu'est-ce que vous choisissez? Et là, vous pouvez aussi être en liste d'attente à l'ESSEC, par exemple. Vous êtes en liste d'attente quelque part. Qu'est-ce que vous choisissez? Soit vous choisissez de dire un oui définitif à la prépa, ou alors à l'IESEG ou à l'EM Lyon. Ok, oui définitif, ça arrête tout, c'est votre résultat final. Soit vous décidez de dire oui, mais ça veut dire vous choisissez une formation où vous êtes accepté, par exemple l'IESEG, mais vous dites mais j'attends de savoir si ma place sur la liste d'attente de l'ESSEC va me donner une admission. Et peut-être que 3 jours après, vous êtes remonté dans la liste d'attente pour l'ESSEC et finalement vous êtes admis à l'ESSEC. Et là, votre oui, mais vous pouvez l'arrêter, l'annuler et mettre un oui définitif sur l'ESSEC qui était par exemple votre premier choix. Voilà comment ça se passe. Terry Bass demande quel est le coût d'inscription pour les concours. Le coût d'inscription pour les concours, c'est 195 euros pour Access, 295 euros pour Sésame. Juste pour vous dire, le coût d'inscription ne doit pas vous freiner. Parce que si vous trouvez que c'est trop cher, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, hein, mais si vous trouvez que c'est trop cher de mettre 300 euros pour passer le concours Sésame, attendez d'être en école et que ça coûte 12 000 euros l'année. Ok. Donc voilà, il faut savoir que ça a un certain budget. C'est pareil, quand vous payez une prépa pour vous préparer au concours, vous vous dites: «Ouais, bah, ça va coûter, je sais pas 2 000 €, 1 500 €, 2 500 €». Ça coûtait le prix que ça coûte. Vous pouvez vous dire: «C'est cher». Sauf que oui, c'est cher. En réalité, c'est vrai que c'est un budget. Après, c'est beaucoup d'heures de course, beaucoup de travail et cetera. Mais si ça vous permet d'accéder à une meilleure école, c'est un investissement qui est très, très vite rentabilisé parce que sortir de l'IESEG, c'est pas les mêmes salaires à la sortie que quand on sort de l'ESDES, en fait. OK? Et donc du coup, oui, c'est un petit investissement. Que vous fassiez l'IESEG ou l'ESDES, ça va coûter 55 000 60 000 euros votre cursus. Et bah, si ça vous coûte 2 000 euros de plus de vous préparer, ou 1 500 euros ou 2 500 euros de plus de vous préparer, ça voudra quand même dire que vous l'aurez rentabilisé cet investissement. Dès votre première année de travail, ça sera rentabilisé, vous aurez accès à un poste qui est probablement plus prestigieux et qui est mieux payé. Ok. Quelles sont les épreuves orales? Pour les épreuves orales, vous avez un entretien de personnalité et souvent vous avez un entretien d'anglais. Ok. Euh,
L'entretien de personnalité est beaucoup plus important que l'entretien d'anglais. Ok. Céline demande quand faut-il s'inscrire au concours? Il faut s'inscrire au concours au moment de Parcoursup. Ok, donc c'est pas tout de suite. EB demande comment savoir quelles sont les bonnes écoles et les moins bonnes écoles. Bah, déjà, vous pouvez me demander. Je vous dis les meilleures écoles pour concours Sésame, c'est Bibier de l'ESSEC en 1, EM Lyon en 2, en Bibier de l'EM Lyon en 2, Bibier de l'EDEC aussi, je vous ai dit, c'est très bien, c'est hors Sésame d'ailleurs. Donc, je vous fais les meilleurs Bibier, hein. Ensuite, on a Neoma et Schema qui sont vraiment intéressants. Après, selon moi, c'est un peu moins bien. Catch, c'est déjà moins bien pour les Bibier. Les retours que j'ai, c'est que ça ne travaille pas non plus des masses. Enfin, si vous travaillez, vous pouvez faire quelque chose de très bien, mais si vous ne travaillez pas, vous pouvez quand même bien vous en sortir. Pour les programmes en grande école, les programmes en 5 ans, on a le programme de l'IESEC qui est top, celui de l'ESCA qui est intéressant, celui de l'UM Normandie qui est top. Avec son L'UM Normandie, en fait, c'est une stratégie qui est trop bien. Enfin, j'ai des super retours des étudiants. Et selon moi, c'est au moins aussi bien que l'ESCA, hein, même si là, dans le dernier classement, c'est un peu derrière. Donc, le classement d'avant, c'était devant. En fait, l'ESCA, ils ont une stratégie, ça a été je parle de l'ESCA. Ça a été d'ouvrir des campus un peu partout en France. Et ils ont aussi un campus euh, à Shanghai notamment. Ok. Donc c'est pas mal. Mais la stratégie de l'EM Normandie, qui est en concurrence directe avec l'ESCA, elle est super intéressante. C'est qu'ils ont décidé d'ouvrir des campus à l'étranger, dans des endroits où il y a des très grandes universités. Donc à Oxford, à Dublin, à Dubaï. Et là, cette année à Boston. Et donc, du coup, vous pouvez faire vos études à Boston et vous aurez les mêmes profs que les grandes universités américaines. Et donc, du coup, c'est vraiment, je trouve, un coup très intéressant. Ça attire beaucoup de talents, beaucoup de bons étudiants. Et selon moi, ça fait que le M Normandie continue de monter. Et après, à côté de ça, le M Normandie, c'est une école qui est très, très appréciée des étudiants. Ensuite, vous avez le MLV qui est un peu derrière. J'ai des retours contradictoires. J'ai souvent eu des bons retours sur le MLV. Récemment, j'ai eu un retour qui était plutôt négatif. On me disait que ça ne travaillait pas des masses pour le moment. C'est le début de l'année. Sinon, vous avez le programme en 5 ans de Néomas, ça ne s'appelle pas un programme grande école parce que ce n'est pas le programme grande école auquel vous accédez en post-prépa, contrairement à l'IESEG, à la Normandie, etc. Par contre, c'est un programme que vous faites en... C'est un programme qui est très digital en fait. Et donc, si vous voulez faire une école basée sur le digital, c'est pas mal du tout et c'est un programme qui est intéressant. On appuie sur BSB, Burgundy, School of Business. C'est plutôt le ventre mou de ce qui se fait. C'est pas mauvais, c'est pas génial, c'est pas mal. Voilà, donc c'est une école c'est pas une mauvaise école, mais c'est pas, je pense qu'on peut viser plus haut. Voilà. Et à Constante me demande, avez-vous aussi des retours sur le niveau de Dauphine? Alors oui, j'ai des retours vu que j'ai enseigné là-bas et que j'étais un ancien étudiant, mais il y a une quinzaine d'années quand même. D'ailleurs, le niveau est monté depuis 15 ans, je trouve. Actuellement, c'est des très très bons éléments auxquels j'ai pu faire cours. Donc j'étais prof pendant 3 ans, j'ai arrêté l'année dernière, j'ai plus trop le temps maintenant, en réalité. Mais je le fais parce que je le faisais parce que j'adorais ça, mais ça devenait compliqué à gérer. En gros, étudiant d'un très très bon niveau, très très bon niveau euh, euh, des cours, le niveau de difficulté est difficile. Et sinon, contrairement à une école de commerce, par contre, l'encadrement, enfin, en tout cas, la partie administration, c'est nul de chez nul. Moi qui suis passé par l'ESSEC et par Dauphine, même pour les profs, c'est un calvaire Dauphine, en fait. Enfin, comment dire? À part en master où c'est bien, mais sinon, c'est vraiment pas top. Et l'administration, en fait, de la fac, c'est naze. Je me permets un petit écart de langage, c'est naze. Par contre, en école, c'est incroyable. Euh, à l'EM Normandie ou à l'ESSEC, pour prendre comme exemple, ils font tout pour faire que vos projets prennent vie. Alors à Dauphine, il faut les supplier pour avoir une convention de stage. Il faut être le mardi ou le mercredi entre 14h et 16h, mais pas à 15h parce que c'est la pause. Enfin, ils m'ont rendu fou, moi, mais quand j'étais étudiant, et ça m'avait choqué à l'ESSEC comment ils étaient efficaces au niveau de l'administration et comment ils étaient prêts à tout pour vous aider. Voilà. Bah, bonne soirée Hélène qui nous dit au revoir. Et on me demande quel est mon avis sur l'IPAG. L'IPAG, moi je trouve que c'est plutôt moyen, honnêtement. C'est pas difficile d'y rentrer, mais ça veut tout dire. C'est parce que ils prennent un peu, pas tout le monde, mais c'est pas l'idéal. C'est très international, hein, mais de toute façon les écoles sont internationales en général. Mais encore une fois, je pense qu'on peut faire des meilleures écoles que l'IPAG. Voilà.
Et du coup, pour répondre à la question précédente, on m'a demandé comment savoir c'est quoi les bonnes écoles, les écoles moins bonnes, etc. Les classements, ça peut vous aider. Regardez, aller au salon, ça peut vous aider. Parler avec des gens du milieu, ça peut vous aider. Avec des anciens étudiants. Et voilà, ça vous donne un avis. Arthur demande l'ESJ Rouen. Pareil, je pense que c'est moyen. Ça fait pas partie des très bonnes écoles. Selon moi, c'est pas l'idéal non plus. École moyenne. On parle d'école moyenne. Les bonnes écoles, je vous en ai parlé. Là, on rentre dans le moyen. Voilà. En fait, tout ce qui est hors Sésame et Access, franchement, à quelques exceptions près, c'est vraiment pas top. Euh, le bachelor de l'ESCP, c'est pas génial, mais ça reste quand même un programme qui est très correct. Le bibier de l'EDEC, c'est top. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas grand-chose hors concours qui est vraiment intéressant. Alors, l'IFM, je sais même pas ce que c'est. Euh, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi l'IFM? Ouais, alors du coup, Excelia, pas mal, pareil. C'est pas le premier, la meilleure école Excelia, mais c'est une école qui est intéressante. C'est une école qui est très sérieuse, où ils font très attention à leurs étudiants. C'est pas l'école la plus difficile avec le plus gros niveau. Mais voilà. L'ISC, franchement, je recommande pas particulièrement. En fait, c'est des écoles qui sont sexy, hein, les écoles comme l'ISC, mais enfin, ils sont sympas, etc. Euh, mais en fait, franchement, d'un point de vue académique, c'est pas top, hein. C'est un peu des endroits où vous payez, vous rentrez, quoi. Et donc, euh, et donc du coup, il n'y a pas vraiment de sélection, si ce n'est la sélection par l'argent. Et en fait, c'est bien d'avoir quand même une sélection sur le niveau des étudiants parce que c'est ça qui fera aussi la valeur de votre diplôme après. Pour l'IFM, j'ai pas envie de dire de bêtises, je connais pas bien leur programme, donc je préfère ne pas me prononcer. Quel type d'emploi post-rémunération annuelle trouve-t-on avec les écoles du haut du panier? On trouve quasiment tous les emplois quand on a une école post-bac haut du panier. Les seules choses qui sont difficilement accessibles, c'est le conseil en stratégie. Pour ça, il faut faire top 3, c'est-à-dire HEC, CQSCP, programme grande école. Donc le conseil en stratégie, c'est pas accessible. Et après, fusion-acquisition en banque aussi, c'est compliqué. Trading, ça peut être compliqué, mais bon, c'est pas impossible non plus. Mais sinon, vous avez accès à peu près à tout le reste. Les salaires annuels, en fait, ça dépend. Est-ce qu'on parle de salaire à la sortie? Est-ce qu'on parle de salaire après 5 ans? Est-ce qu'on parle de... Ça dépend des industries. Il y a des industries où les salaires sont moins bons que les autres. Si vous êtes sales, vous pouvez gagner, je sais pas, en salaire annuel, peut-être 45K, peut-être 45 000 € euh, en sortie. Allez, disons 40 45 000 € full package, peut-être 45 000 € à la sortie. Mais peut-être qu'au bout de 5 ans, vous serez à 100 000. OK? Si vous faites de la finance, par exemple, j'ai une ancienne étudiante de l'ESCAR, elle est passée, elle était chez KPMG, elle a fait de l'audit. Au bout de 3 ans d'audit, elle était payée 55K par an, 55 000 € par an. Sauf que là, quand elle va changer d'entreprise, elle va faire un gap, elle va plutôt passer, alors qu'elle a 3 ans d'expérience, à 65 70 000 € par an, à peu près. C'est ça que vous pouvez viser. Euh, et ensuite, voilà, une carrière, c'est progressif. Si vous faites du marketing, il y a pas mal de postes en marketing où il y a moins d'argent, les salaires vont être un peu plus bas. Vous allez peut-être sortir à 35K, 37K. OK? Euh, et donc voilà. Teribas demande comment savoir si les diplômes sont certifiés. En fait, vous avez toutes les certifications qui sont indiquées sur le site de Sésame et d'Access par école. Et en fait, la plupart du temps, c'est certifié. Pour les écoles hors concours, alors là, il faut vérifier aussi, hein, certification. Le programme Grande École de l'EM Normandie est-il bien pour l'entrepreneuriat? Ils ne sont pas spécialement connus pour l'entrepreneuriat, l'EM Normandie, mais c'est intéressant. L'EM Lyon et l'ESSEC sont vraiment connus pour l'entrepreneuriat. Et de ce point de vue-là, c'est des écoles qui sont intéressantes, en particulier quand on veut faire de l'entrepreneuriat. L'IESEC pour la finance, c'est très bien. Rennes School of Business, c'est une école, pareil, qui n'est pas au top du top. Voilà. Les meilleurs programmes pour le management ou événementiel dans la mode. Le BBA de l'ESSEC, c'est très bien. L'IESEC, c'est très bien aussi. Je sais que vous pouvez faire ça. Je pense que l'EMLV a un bon programme, mais c'est pas, ça serait pas mon choix numéro un. Euh, Après, c'est spécifique, hein. Je ne saurais pas vous dire école par école. Je pense que le M Normandie, ça peut être pas mal. Et pour les autres écoles que j'ai pas citées, c'est à vérifier. C'est juste que je ne connais pas leur programme par cœur, notamment pour l'événementiel ou la mode.
Ok. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que l'ESSEC, c'est très bien. Je pense que le M-Lyon, c'est bien aussi. Je sais que l'ESSEC, c'est très bien, ça, j'en suis sûr et certain. Et je pense que l'IESSEG aussi, c'est très bien. Voilà. Et je pense aussi que la Normandie, c'est bien. Très bien. Est-ce que en gros, on me demande, Bernadette me demande, est-ce qu'il y a des différences selon les villes? En fait, il y a des écoles comme l'ESSEC qui ont des campus dans plusieurs villes. Est-ce qu'il y a une différence selon les villes? Non. À la fin, vous avez le même bulletin, enfin, pardon, le même diplôme, vous ferez les mêmes masters et ça pose aucun problème. Parfois, notamment pour la Normandie, ça peut être coté, ou même pour les autres écoles, de faire une partie à l'étranger parce que ça vous donne une partie plus internationale. Donc, si à l'essai que vous faites vos années à Singapour, ça peut avoir de la valeur. Pareil pour l'EM Normandie, si vous faites Oxford ou Boston, ça aura une valeur particulière. Mais sinon, en gros, il n'y aura pas de dévalorisation sur les campus en France, entre les campus en France. Juste par exemple, typiquement sur l'ESCA, si vous êtes sur le campus d'Angers, bah, la vie associative est plus développée que sur le campus d'Aix-en-Provence qui est beaucoup plus petit. Mais par contre, le campus de Paris, il est très bien. Pareil pour l'IESEG, ils ont un campus à Paris, un campus à Lille. Le campus à Lille, il est incroyable. Le campus à Paris, il est très bien. Voilà. Mais sinon, le diplôme, c'est le même. Bon, je vous remercie tous pour toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, je prends encore une ou deux questions et après, on va s'arrêter là pour ce soir. 20h47, on a allègrement passé l'heure de présentation, mais on peut répondre encore à une ou deux questions. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions qui arrivent. Bon, je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous remercie d'être resté aussi tard. Bah, je suis désolé, c'était un petit peu long. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez envie de vous préparer au concours, ah bah, n'hésitez pas à faire appel donc à moi, hein. Je vous invite à vous inscrire d'ailleurs assez rapidement, à m'écrire assez rapidement. Il y a un cours gratuit qui est organisé vendredi. Normalement, il n'est pas ouvert aux étudiants en dehors de la prépa. Si jamais vous êtes vraiment intéressé par une inscription, bah, je vous proposerai d'y participer exceptionnellement. Mais faites une demande par mail spécifique en me disant que vous avez participé ou écrivez-moi par SMS, hein, mais pour me dire que vous avez participé à la réunion, comme ça je vous donnerai l'accès exceptionnel à ce cours gratuit pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'inscription. Ok, voilà, je vous dis bonne soirée et bah, merci pour vos retours, ça me fait très plaisir. Voilà.